Citoyens du monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, journal du mercato nantais à ce jour. Alors ça fait pas mal de temps que je n'ai pas fait un épisode, j'étais en vacances et me voilà de retour avec un tas d'informations à analyser, à débriefer. Bref, on a pas mal de choses à dire dans cet épisode parce que ce mercato du FC Nantes cet été semble assez inédit. Nous sommes à la mi-juillet et le renouvellement d'effectifs bat son plein. Beaucoup de départs, pas encore beaucoup d'arrivées convaincantes, néanmoins pas mal de joueurs qui ont d'ores et déjà posé leur valise à la Jonelière et d'autres sont attendus dans les semaines à venir. Donc c'est possible qu'on se retrouve finalement avec un dernier mois de mercato, le mois d'août qui est habituellement celui du panic boy au FC Nantes. Là c'est possible qu'on se retrouve avec un mois d'août qui soit finalement de l'ajustement vis-à-vis de l'effectif de Luis Castro, énormément basé sur la jeunesse. On l'a vu lors de la première victoire en amical face à Laval. Au moment où je tourne cette vidéo, là un peu plus tard dans la journée, il y aura le deuxième match amical face à Guingamp, avec un effectif à peu près similaire à celui du premier match. En attendant les retours des jeunes joueurs qui étaient en espoir et qui se sont entraînés cette semaine avec le groupe pro et qui devraient du coup reprendre pleinement par la suite lors des matchs amicaux. Mais voilà, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça, on est vraiment là pour faire un focus sur le mercato. On va commencer par attaquer le volet des départs. Pas mal de joueurs cadres ont quitté le vestiaire cet été, après Moses Simon, après Nicolas Palois, après Pedro Chirivella, Douglas Augusto, Marcus Coco, beaucoup de joueurs qui étaient présents au club depuis pas mal d'années. Et bien c'est au tour de Alban Lafont de quitter le FC Nantes, gardien emblématique de l'épopée nantaise lors du sacre en Coupe de France en 2022, puis en Europa League. Bref, Alban Lafont nous aura livré, qu'on le veuille ou non, 2 ans de assez haute voltige au FC Nantes, avant de s'écrouler peu à peu. On sait qu'il aurait dû quitter le club aux alentours de l'été 2023. C'est à peu près à cette date-là qu'on a senti que le reste était finalement que du plus et qui faisait un peu mal au club et aux joueurs également. À tel point que lors des 6 derniers mois, le joueur évoluait avec la réserve. C'était le portier de la Nationale 3 uniquement sur les matchs à domicile. Donc pour un joueur avec un salaire aussi élevé, un statut aussi important dans un club, évoluer avec l'équipe réserve, c'était sûr qu'on avait déjà franchi le point de non-retour. Son départ était souhaité. Il est arrivé, il rejoint Pedro Chirivella en Grèce dans le club du Panathinaikos qui pourrait disputer la Ligue des Champions cette saison. Alors c'est un prêt qui n'est pas assorti d'une option d'achat, ce qui signifie que si le joueur se révèle, imaginons déjà en Grèce, puis potentiellement en Ligue des Champions comme étant titulaire dans les buts du Panathinaikos, eh bien pouvons-nous espérer une bonne vente, sachant que son contrat n'expire que en juin 2027. Eh bien on verra ça l'été prochain. En tout cas, souhaitons-lui, au même titre qu'à Pedro Chirivella, beaucoup de réussite dans leur nouveau club. Je ne connais très peu le championnat grec et je leur souhaite vraiment de réussir avec le Panathinaikos. Donc voilà. On continue avec un joueur qui était un peu dans une situation similaire à celle d'Alban Lafont, c'est Jean-Charles Castelletto, au club depuis 2020 déjà. Il enchaîne les saisons et plus le temps avance, plus on se rend compte que le mariage entre le FC Nantes et Jean-Charles Castelletto a déjà expiré depuis pas mal de temps. On est déjà dans du plus. Cette année, c'était certainement l'année de trop. Il a démarré en tant que capitaine, on lui a vite enlevé le brassard parce qu'on s'est rendu compte que c'était souvent lui qui, quand tout allait bien, te mettait un petit peu, excusez-moi du terme, mais dans la merde. Quand Nantes avait fait un bon début de saison l'année dernière avec Comboiré, c'est lui qui a concédé 2 ou 3 pénaltys en 3-4 matchs, histoire de bien nous remettre dans la crise, pile poil au moment qu'il fallait pas. Surtout que c'était des pénaltys assez évitables. Bref, Jean-Charles Castelletto, c'était l'exemple même du cadre qui n'assumait pas ce rôle-là et qui n'en était pas capable. Alors, je dis pas qu'il y a tout acheté dans ces 5 années au FC Nantes, très loin de là. Néanmoins, je trouve réellement que ces 2 dernières saisons n'ont vraiment pas été convaincantes et n'ont vraiment pas été constantes. C'est surtout ça. C'est aussi un joueur que j'ai trouvé très irrégulier et c'est aussi un garçon qu'on a longtemps trouvé meilleur dans une défense à 3. Et à chaque fois quand on retournait dans une défense à 2, j'ai trouvé qu'il a souvent affiché ses limites tout de même. Donc voilà, il quitte le club direction Al Douail, je le prononce très mal, c'est au Qatar, donc il va poser ses valises à Doha, c'est le club de Marco Verratti ou encore de l'ancien Rennais Benjamin Bourigeaud. Transfert à hauteur de 4 millions d'euros, un salaire assez important, on s'en doute pour l'international camerounais. Donc voilà, Jean-Charles Castelletto, Alban Lafont, après Pedro Chirivella. Bref, voilà, le grand ménage du FC Nantes a enfin lieu. Finalement, il ne reste plus que Jean-Kévin Duverne et potentiellement Mostafa Mohamed, parce que le FC Nantes devrait officialiser potentiellement dans les prochains jours le départ de Tino Kadewere.
Cet été, vous l'aurez compris, le thème c'est les départs en Grèce. De mon côté, je vais également me rendre en Grèce dans les prochaines semaines, mais non pas pour signer dans un nouveau club, bien qu'ils auraient bien besoin de mes services, mais réellement pour partir en vacances. Lui, Tino Kadewere, a senti un bon projet sportif avec l'Aris Salonique. Donc l'équipe avançait que voilà, un transfert pourrait avoir lieu sans forcément indemnité de transfert pour le FC Nantes, mais un pourcentage à la revente comme ça avait été le cas lors du transfert entre Lyon et Nantes pour le joueur zimbabwéen. Bon, in fine, s'il quitte le club cet été, on ne retiendra quasiment rien de positif de son passage à Nantes, si ce n'est son premier match où il avait claqué un doublé en Coupe de France face à Pau. Par la suite, c'est un joueur qui a enchaîné les blessures, qui a malgré tout longtemps plu à Antoine Comboiré. On l'a vu même redescendre au milieu de terrain en fin de saison dernière. Néanmoins, voilà, je pense que sa grosse blessure, notamment la saison dernière, juste après le match où il avait été plutôt bon face à Marseille, il avait même marqué, il s'est blessé dans la foulée et ça lui a vraiment plombé sa saison. Et au final, quand on prend un peu de recul, bah ça lui plombe complètement son passage au FC Nantes, même si je maintiens que c'est un joueur qui affiche quand même certaines limites pour le haut niveau. Surtout depuis qu'il enchaîne les blessures, enfin depuis qu'il a été meilleur buteur de Ligue 2, globalement sa carrière est en pente descendante. Donc voilà, Tino Kadewere devrait quitter donc le FC Nantes dans les prochains jours. Affaire à suivre. Donc voilà, on a un petit peu pas mal évoqué les départs, on a un peu fait le tour. Quand on regarde un petit peu, quand on dézoome un petit peu entre les fins de contrat, tous les joueurs qui sont partis, ouais, on frôle les 15-20 départs, donc il y a un vrai renouvellement d'effectifs, celui que je réclamais depuis des années maintenant, il a enfin lieu. Alors, à mes yeux, ce que Nantes ratait le plus ces dernières années, c'était l'incapacité à vendre ses joueurs. Pour moi, Nantes n'arrivait pas à vendre ses joueurs. Lafont aurait dû partir bien plus tôt. Castelletto aurait dû partir bien plus tôt. On aurait dû faire en sorte que Randal Colomani ne parte pas pour zéro. Bref, Nantes a raté beaucoup de sorties de joueurs. Nantes a raté beaucoup d'adieux également. Pour moi, il fallait réellement qu'on réussisse à enlever tout ça, qu'il y ait un vrai vent de fraîcheur, parce que on essayait de faire du neuf avec du vieux, avec voilà, il y avait très peu de nouveautés dans l'effectif. C'est un groupe qui se connaissait à la fois par cœur et à la fois c'est assez triste, mais sentait un peu la loose, parce que ça faisait des saisons qu'ils jouaient le maintien. Alors en dehors évidemment de la saison en Coupe de France, le reste tous les ans c'est galère sur galère. Donc il fallait qu'on mette enfin du ménage là-dedans. Alors quitte même à rejouer le maintien une saison, mais avec des jeunes, je peux vous assurer que la Beaujoire sera non seulement plus clémente, mais surtout beaucoup plus en phase avec le projet sportif. Et à mes yeux, on ne peut pas construire un projet à Nantes sans qu'il corresponde à l'ADN du club, à l'ADN aussi que défendent les supporters. Donc Nantes a enfin pris cette direction visiblement cet été, alors aussi pour des raisons économiques, on va pas se mentir, avec les droits télé et voilà, la crise économique et la crise des droits télé qui touche actuellement notre Ligue 1, qui devrait voir leur budget quasiment être divisé par deux pour certains clubs. C'est le cas également de Nantes. Donc on le sait, il y aura très peu de transferts payants cette année, donc il fallait, l'enjeu finalement de ce mercato nantais n'était finalement pas forcément uniquement dans les départs, mais aussi dans la façon dont Nantes allait remplacer tous ces départs avec très peu d'argent, réussir à faire des bons coups bien sentis, des joueurs libres, des joueurs prêtés. Et donc Nantes a commencé son mercato avec l'arrivée du gardien de Metz, Alexis Mirbach, qui arrive en tant que troisième gardien, qui a joué une trentaine de minutes face à Laval en amical la semaine dernière, international français U20. À mes yeux, c'est plutôt un bon coup. Hugo Barbet, lui, qui était le troisième gardien, a pris la direction de Versailles en national. Donc voilà, ça c'était le premier recrutement. Le second, qui a fait un petit peu plus parler, Uros Radakovic, défenseur central serbe de 31 ans, qui a fait un premier match, enfin, allez, on va dire 30-45 minutes, pas forcément à son avantage face à Laval. Il a beaucoup glissé dans son positionnement, je le trouvais assez suspect. Et puis on a vu quand même une certaine lenteur. Donc ça me conforte dans l'idée de me dire que je ne pense pas qu'Uros Radakovic arrive à Nantes dans la peau d'un titulaire. Alors peut-être le deviendra-t-il grâce à Luis Castro, qui aime avoir des défenseurs expérimentés. Donc voilà, et puis dans cette logique-là, d'apporter un certain cadre dans une défense qui peut être très jeune l'année prochaine, avec Zézé, avec Tilal Tati, avec Sékou Doucouré, et bien Nantes est allé chercher Nicolas Kozza. Alors un coup très très bien senti, parce que Nicolas Kozza, bah, c'est tout simplement son troisième prêt sec au FC Nantes consécutif.
Donc quand on ne sait pas quoi aller chercher au poste de latéral gauche, et bien la case par défaut c'est Nicolas Kozza visiblement au FC Nantes. Bon, je me suis déjà beaucoup exprimé sur ce sujet. Peut-être va-t-il se révéler avec un nouvel entraîneur, puisqu'on ne l'a vu finalement quasiment qu'avec Antoine Comboiré, bien que quand il soit arrivé, c'était Jocelyn Gourvenec qui était sur le banc des Canaries. Néanmoins, voilà, peut-être qu'avec Luis Castro, Nicolas Kozza parviendra à être meilleur, à plus combiner aussi avec un autre joueur que Moses Simon, qui mine de rien monopolisait comme beaucoup ce couloir gauche au FC Nantes ces dernières saisons. Donc voilà, affaire à suivre pour Nicolas Kozza, même si j'ose espérer qu'en cas de départ de Duverne, Nantes aille chercher un autre latéral gauche pour pouvoir au moins apporter de la concurrence aux défenseurs de 26 ans, Nicolas Kozza il me semble. Donc voilà, par la suite, Nantes a avancé sur son mercato et a annoncé l'arrivée hier de Youssef El Arabi. J'en ai fait déjà un long papier pour Tribune Nantaise dans lequel j'ai vraiment retracé tout son parcours. Donc pour un joueur qui a 38 ans, c'est quasiment 20 ans de carrière à retracer, donc c'était quand même un long papier, mais au moins ça m'a permis d'en savoir encore un peu plus sur cette nouvelle recrue. Le choix de Nantes s'est évidemment porté vers le fait que El Arabi dispose d'un gros CV, de beaucoup d'expérience. Donc c'est un joueur qui a été formé à Caen, qui a beaucoup bougé. Il s'est révélé en Ligue 1 avec Caen, où il a fini 3e meilleur buteur lors de la saison 2010-2011. Il a ensuite pris la direction de l'Arabie Saoudite. À l'époque, c'était un transfert qui avait beaucoup été critiqué. C'était un gros transfert, mais pour un joueur qui était parmi les meilleurs buteurs de Ligue 1, on s'attendait à le voir partir dans un des 5 grands championnats, donc peut-être un meilleur club de Ligue 1, peut-être en Espagne, en Italie, en Allemagne. Finalement, non, il est allé en Arabie Saoudite. Au bout d'un an, il est revenu en Espagne, et là, il a explosé avec Grenade, surtout lors de son ultime saison, la saison 2015-2016, où il a planté 16 pions en Liga. Donc à l'époque, voilà, il était à côté de joueurs comme Gamero, comme Griezmann. Bref, voilà, il était vraiment, il était à son prime en quelque sorte avec Grenade en Espagne. Ensuite, il a refait le choix moyennement sportif d'aller au Qatar. Ensuite, après avoir tout explosé pendant 3 ans au Qatar, il arrive à l'Olympiakos et c'est là où il va devenir le serial buteur de l'Olympiakos, joueur expérimenté, renard des surfaces, astucieux et également doté d'une qualité technique assez intéressante. Il a fait du futsal en étant plus jeune, il a même joué en équipe de France de futsal en 2008. Donc voilà, c'est un garçon qui a connu beaucoup d'expériences différentes. Pendant ses 4 ans à l'Olympiakos, je crois qu'il a planté 60 buts, enfin bref. C'est un vrai serial buteur. Et puis là, il a signé à Chypre il y a 1 an avec l'Hapoel Nicosie. Il a joué l'UEFA Conference League et le championnat chypriote. À 38 ans, enfin à 37-38 ans, malgré son âge avancé, il est plus vieux que Nicolas Palois. Bien néanmoins, il a fait une saison pleine avec Chypre. Il a joué 31 matchs, il a planté 13 buts, 4 passes D. Donc bon, voilà, je me dis quand même que contrairement à un coup à la Francis Coquelin, on a plus de certitude physique sur ce joueur-là qui est quand même capable d'enchaîner les matchs. J'ai vu également une interview de José Anigo qui disait que c'est un joueur qui est très impressionnant, il est affûté physiquement et il peut encore continuer, selon José Anigo, pendant au moins 2-3 ans et il peut apporter au FC Nantes. Moi, dans cette ligne-là, finalement, je trouve que c'est un des coups les plus intéressants de ce mercato côté nantais. Je préfère ce transfert-là, celui de Youssef El Arabi, à celui de Radakovic et à celui que je vais annoncer juste après, dans le sens où Youssef El Arabi, c'est vrai que ça ressemble vraiment beaucoup à un coup à la Francis Coquelin. T'as un joueur qui certes est très expérimenté, donc Coquelin avait 33 ou 34 ans, là El Arabi a peut-être, il me semble qu'il a 38 ans, donc c'est un âge qui évidemment, moi je pense que ce sera un des doyens de la Ligue 1 la saison prochaine, il y a quasiment aucun doute là-dessus, mais passer l'étape de l'âge, passer l'étape de se dire que malgré tout c'est un joueur qui enchaîne les matchs ces dernières années, on peut se dire que c'est un profil qu'on n'a pas, mine de rien. Un attaquant expérimenté avec un gros CV qui, en plus de ça, n'aura pas un salaire important puisque Nantes a dû lui proposer un salaire similaire à celui que touche Francis Coquelin. Donc, c'est pas un salaire d'un joueur qui, justement, a un CV comme le sien. Hein. C'est pas un salaire à 6 chiffres, très loin de là. Nantes, de toute façon, a une grille très précise salariale et s'y est évidemment fixé. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est un pari. C'est un pari qui a également une certaine profondeur. Derrière, il y a Mostafa Mohamed, il y a Mathis Sabline. On a vu aussi Junior Koné avec les jeunes lors du premier match amical. Nantes prend un risque, oui, mais Nantes apporte surtout un profil qu'on n'avait pas. Et l'année dernière, quand on regarde ce que faisait Luis Castro avec Dunkerque, eh bien ces deux attaquants participaient beaucoup au jeu. C'était pas des serial buteurs, certes,
mais c'était deux attaquants expérimentés, Yacine Bamou et surtout Gaëtan Courtet, des joueurs qui faisaient beaucoup d'efforts, qui couraient beaucoup et qui, voilà, étaient vraiment des vrais repères aussi pour les jeunes joueurs qui les entouraient. Et je pense que c'est un coup comme ça que Nantes a essayé de faire, de fournir un joueur similaire au profil de Gaëtan Courtet avec Dunkerque l'année dernière à Luis Castro, pour qu'il puisse vraiment remettre en place un peu ce qu'il avait fait avec le club nordiste. Donc voilà, pour moi c'est un coup assez intéressant, même s'il ne joue que 15-20 matchs et que s'il faut il ne met que 4-5 buts. Pour moi c'est voilà, c'est un joueur qui a de l'expérience et qui a des qualités en tant que finisseur qu'on n'a pas à Nantes, qui a des qualités aussi techniques qu'on n'a pas forcément à Nantes parce que évidemment d'un point de vue vitesse il a beaucoup perdu de ses plus belles années à Grenade où il courait assez vite. Néanmoins c'est un joueur qui n'a pas forcément perdu de sa technique ni même de son aspect de finisseur, de joueur malin qui à l'époque faisait trembler les filets de Ligue 1, de Liga, bref. Voilà, pour moi c'est un coup qui est assez intéressant. Alors évidemment à première vue tu vois 38 ans, tu te dis bon c'est pas un joueur sur lequel on fera une revente à 10-15 millions d'euros, ça c'est sûr, mais on peut pas forcément espérer que ça. Des joueurs jeunes avec qui vont avoir une forte valorisation, on en a déjà beaucoup dans l'équipe, que ce soit des joueurs formés à Nantes ou même des Benata qui je pense vont exploser cette année, on verra, mais même Tabibou, bref on a pas mal de joueurs qui devraient se révéler cette année avec Luis Castro, donc apporter autour de ça des joueurs d'expérience comme Coquelin, même si Coquelin se blesse beaucoup et c'est certainement ici qu'il faudra peut-être apporter un ajustement parce qu'il s'est de nouveau blessé, ne devrait pas disputer le match amical cet après-midi face à Guingamp. Donc des coups à la Lopez, à la Coquelin qui pour l'instant ont été positifs. Je pense que Nantes dans cette lignée-là a fait le choix, à mes yeux judicieux, d'aller chercher Youssef El Arabi. Alors évidemment, ce mercato au poste de buteur n'est pas fini. Ça dépendra s'il y a une grosse offre qui arrive pour Mathis Sabline. Ça dépendra si Nantes parvient à trouver une porte de sortie à Mostafa Mohamed. Je serais pas surpris qu'il y ait une autre recrue en tant que buteur ou attaquant complémentaire. Mais voilà, pour moi, Youssef El Arabi, c'est plutôt un bon coup. Contrat d'1 an plus 1 année en option. Donc en gros, si Nantes est satisfait au bout d'1 an et que le joueur se sent encore physiquement, il pourrait faire 2 saisons au total au FC Nantes et pourrait quasiment atteindre les 40 ans sous la tunique jaune et verte. Donc voilà, pour Youssef El Arabi, le mercato a continué de s'enflammer. Je crois que c'était dans la journée de jeudi où ça a explosé dans tous les sens. Ouest France, enfin l'équipe puis Ouest France nous ont annoncé que les Canaries se rapprocheraient d'un retour de Chidozie Awaziem. Défenseur nigérien qui avait joué à Nantes sous Claudio Ranieri. J'en ai de très bons souvenirs de ce garçon-là, qui avait fait partie du deal à l'époque lors du départ de Sergio Conceição avec Porto, où il y avait eu l'arrivée de Joris Kayembe et le prêt d'un jeune joueur. Chidozie Awaziem, à l'époque il était âgé de 20 ans, 21 ans, et c'était en gros le 3e défenseur central de Ranieri dans la rotation. Il y avait à l'époque du coup Gigi, Palois, Carlos et lui, donc il a dû jouer peut-être sa vingtaine de matchs en Ligue 1. Il avait marqué face à Guingamp justement en Ligue 1 à la Beaujoire. C'était un joueur qui était plutôt apprécié, qui était assez fin techniquement et qui avait un vrai potentiel. Malheureusement l'option d'achat était trop élevée, je crois que c'était quasiment 12 millions d'euros. Et donc le joueur avait poursuivi sa carrière par la suite à Porto. Nantes s'était de nouveau intéressé à lui de façon assez sérieuse à l'été 2023, à l'époque avec Pierre Aristouille. Le joueur évoluait encore en Europe, au Portugal. Ça ne s'était pas fait et ça devrait donc se faire cet été. Certains médias américains annoncent un transfert à hauteur de 1 million d'euros et un contrat de 3 ans pour Awaziem. Donc bon, on verra les modalités un peu plus exactes par la suite. On devrait en apprendre plus dans les prochains jours. Néanmoins, son retour se matérialise réellement au FC Nantes. Bon, moi je suis pas convaincu du tout. J'adorais le joueur lors de son passage à Nantes, mais je vais vous donner mes raisons. Alors déjà, la première recrue au poste de défenseur central, pour moi, c'était déjà un pari, c'est Radakovic. Pour moi, là-dessus, Nantes a fait un pari. C'est certainement un joueur qui sera dans la rotation à ce poste-là, parce que, bon, je suis très sceptique sur ce coup. Alors évidemment, je garde l'aspect parce que je l'ai très peu vu jouer, donc je peux pas trop m'exprimer sur Radakovic. Mais au vu du profil, de la façon dont il s'est fait un peu parfois surpasser en Super League turque, à savoir face à des attaquants de vitesse, et qu'on sait qu'en Ligue 1 maintenant, t'as que des flèches, à voir l'équipe de Strasbourg où il y a que des gamins de 20 ans qui sont plus rapides et plus techniques que l'ensemble de tes défenseurs. Pour moi, c'est un peu à contre-temps que d'aller chercher un joueur comme Radakovic. On verra par la suite ce que ça va donner. Peut-être qu'avec Luis Castro, il arrivera à se... Voilà, à se surpasser, à hausser son niveau de jeu, à le rehausser à l'échelle de la Ligue 1.
Donc pour moi, il y a déjà eu un pari à ce poste de défenseur central là, et pour moi, Awaziem, ça en est encore un. Parce que si on suit la suite de sa carrière, pour moi, ça aurait été judicieux d'aller le chercher quand Diego Carlos est parti de Nantes à l'époque en 2019. Il avait 22-23 ans, il jouait plus trop à Porto, il y avait moyen, Nantes avait les moyens d'aller le chercher, et surtout c'est un joueur qui connaissait Nantes et qui aurait pu vraiment grandir avec Nantes et progresser. Malheureusement, sa carrière a pris un autre tournant. Il est arrivé à Boa Vista, club qui d'ailleurs à cause de Gérard Lopez est actuellement plus professionnel au Portugal, et ça évidemment on adresse une grosse pensée à tous les supporters parce que c'est assez désastreux. Donc il a joué à Boa Vista pendant plusieurs années. Globalement, à chaque fois, enfin souvent quand je l'ai vu jouer en Liga Portugal, j'ai trouvé qu'il affichait grandement ses limites, y compris également avec le Nigeria où il jouait aussi parfois en tant que latéral droit, mais que ce soit en sélection avec le Nigeria ou avec Boa Vista, j'ai trouvé qu'il affichait ses limites déjà pour le niveau Liga Portugal et lors de la CAN notamment. Bon, et je me posais plus de questions parce que à force de ne pas jouer avec Porto, parce qu'il a jamais réellement eu sa chance, après quand il est arrivé à Boa Vista, il a eu du temps de jeu mais il était à contre-temps, sa dernière saison n'était pas forcément bonne avec Boa Vista non plus. Il est ensuite parti à Cincinnati, pardon, je le prononce très mal, en MLS aux États-Unis. Alors je n'ai rien contre la MLS, mais pour moi, et on l'a vu à mes yeux lors de la Coupe du Monde des clubs, c'est pas un championnat où tu as beaucoup de certitudes sur le niveau des joueurs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs moyens de Ligue 1 qui y sont allés et qui sont devenus de très bons joueurs de MLS, à la surprise générale. Je pense sincèrement que la Ligue 1 est au moins 1 à 2 crans au-dessus de la MLS. Donc aller chercher un défenseur correct en MLS, hein, on ne parle même pas du meilleur défenseur de MLS. Actuellement, il joue avec le club des Colorado Rapids. Sur ses dernières sorties, je l'ai pas trouvé phénoménal non plus. Globalement, c'est pas une très bonne défense, hein, les Colorado Rapids. Alors Awaziem en est un des tauliers là-dessus. C'est quasiment une certitude. Hein, je ne peux rien dire de plus. Néanmoins, voilà, pour moi, aller chercher un défenseur qui a moyennement réussi en Liga Portugal. S'il avait réussi en Liga Portugal, je me dirais oui, pour la Ligue 1, il n'y a aucun souci. Mais qui, depuis en MLS, est un joueur correct sans plus. Il n'est plus en sélection du Nigeria depuis 2024. Bon, j'ai le droit de me poser des questions. C'est plus le Awaziem de 20 ans. Maintenant, il a 28 ans. Il a fait la suite de sa carrière. Il a jamais explosé. Est-ce que c'est le moment d'aller le chercher pour en faire un de tes tauliers en défense centrale? Parce que le retour d'Awaziem, en fait, c'est pour remplacer Jean-Charles Castelletto. Et pour moi, pour remplacer Jean-Charles Castelletto, tu vas chercher quelqu'un qui doit devenir ton nouveau taulier en défense centrale. Qui doit devenir le mec que tu mets à droite de Zézé, quoi. Qui doit devenir le gars expérimenté où c'est quasiment une valeur sûre. Pour moi, je trouve ça dommage parce qu'on a beaucoup de jeunesse, beaucoup de talent. Il faut juste leur mettre des joueurs clés, des joueurs cadres, un peu plus expérimentés, au moins un par ligne. T'en prends 4, le reste tu mets que des jeunes, il n'y a aucun souci. Mais juste ça permet d'avoir une colonne vertébrale, une vraie valeur sûre dans ton effectif. Là où pour moi, finalement, on a plus de valeur sûre, on a plus de certitude chez les jeunes aujourd'hui que chez les recrues qu'on va chercher. Donc pour moi, c'est une grosse prise de risque, tout ce recrutement nantais là. Alors El Arabi, c'est un coup que je trouve correct. Mirbach, je valide globalement aussi. Mais alors le reste, Koza, Awaziem, je me pose de grosses questions. Je me pose de grosses questions. Et puis Radakovic, évidemment, je suis également assez sceptique. Donc finalement, je ne pensais jamais dire ça parce que globalement, l'année dernière, j'étais plutôt satisfait du recrutement, même si vu qu'il n'y avait pas eu de départ, il n'y avait pas eu beaucoup d'arrivées. Globalement, quand je disais que Nantes a du mal à vendre, cette année Nantes réussit très bien à vendre, mais n'arrive plus à acheter. Voilà. Je me pose quelques questions. Je pense notamment au fait que Baptiste Drouet a pris de l'ampleur et quasiment dans un rôle de directeur sportif au FC Nantes cet été. C'était Ouest France qui a annoncé ça il y a à peu près 3 semaines, un mois. Donc il va être évidemment observé cet été, hein, le chef scout du FC Nantes, le chef en quelque sorte de la cellule de recrutement. Je sais pas trop comment il travaille, donc je pourrais pas m'avancer, mais je trouve globalement qu'il y a un semblant de manque d'idées malgré tout. Pour moi, ça transpire. Alors évidemment, il n'y a pas de moyens, donc c'est des joueurs libres, donc forcément, tu réduis énormément le potentiel joueur que tu peux aller chercher à cause de tes finances limitées. Néanmoins, entre le retour de Koza, l'idée que Nantes a cherché Awaziem, un profil comme Radakovic, bon, je pense avoir le droit de me poser des questions. Pour moi, El Arabi, Mirbach, c'est des bons coups, mais alors c'est vrai que le reste, pour l'instant, je suis vraiment pas convaincu du côté des arrivées. Alors, c'est pas fait encore pour Awaziem, même si on est très très proche d'un retour du défenseur nigérien. Donc, on verra un peu, peut-être qu'il va réussir à Nantes, qui connaît le club,
voilà, à se plaire, à hausser également son niveau de jeu pour la Ligue 1. Mais pour moi, deux paris expérimentés à ce poste-là, mais c'est vraiment des paris sur leur vrai niveau de jeu, je trouve ça risqué. Parce que derrière, on a très peu de backup, quoi. S'il faut, si imaginons ça le fait pas, bah, c'est pas impossible qu'on se retrouve avec une défense Zézé, Tillel, Tati, donc une défense avec une moyenne d'âge de 18-19 ans la saison prochaine. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, je suis pas vraiment convaincu par les pistes au poste de défenseur central. Alors pour moi, c'est un des gros chantiers de l'été au FC Nantes. Tous les joueurs à ce poste-là quasiment sont partis en dehors de Zézé pour le moment. C'est Dousso, Castelletto, Palois. Donc bon, je pense que je suis en droit de me poser des questions sur le recrutement actuellement nantais. Donc voilà. Dernière petite nouvelle à vous donner concernant le milieu coréen Yoon Seok-hong qui joue à Mayence. Apparemment, les clubs se rapprochent. On pourrait vraiment avoir une arrivée en prêt du milieu offensif coréen qui viendrait du coup bonifier un secteur de jeu où Nantes compte déjà Demen Tabibou et Louis Leroux. À mes yeux, c'était pas un poste prioritaire. Néanmoins, visiblement, Nantes souhaite réellement faire le joueur. Ça bloque un peu certainement lié au salaire du joueur et également une concurrence venue de Belgique. Donc voilà, c'était David Filippo, journaliste à Ouest France, qui nous annonçait que c'était une piste sérieuse et que ça se rapprochait de jour en jour. Donc on verra. Peut-être que dans les prochains jours, Nantes devrait annoncer l'arrivée de Shidozi Awaziem et peut-être de Yoon Seok-hong. Donc voilà, affaire à suivre. On se retrouve rapidement pour un prochain épisode du journal du Mercato Nantais. En attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao tout le monde.